Bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 pour ce nouveau 20h. À la une de l'actualité, il est à Bruxelles pour le sommet Union africaine-Union européenne. Le président Alassane Ouattara participe à cette 6e rencontre du genre qui a pour but d'intensifier les investissements dans les infrastructures sur le continent, mais aussi œuvrer au maintien de la stabilité, de la paix et de la sécurité. Sur place, la première dame Dominique Ouattara poursuit son offensive diplomatique, notamment pour la cause de l'élimination du travail des enfants. Elle a rencontré 4 ONG belges engagées dans ce combat. Au menu des échanges, les efforts fournis par l'État ivoirien pour mettre fin au travail des enfants dans la cacao-culture. Et puis la Côte d'Ivoire qui accueille la 7e édition de la conférence mondiale du cajou qui se tient conjointement avec les journées nationales des exportateurs de cajou. Soutenir la croissance du secteur de la noix de cajou en Afrique grâce à la transformation de la production et à l'exportation de la noix de cajou, c'est le thème de cette édition. La France, ses alliés européens et le Canada ont annoncé ce jeudi 17 février un retrait coordonné de leurs forces militaires présentes au Mali dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes. Nous en parlons dans le dossier international de ce 20h. Bonsoir à tous. Le président Alassane Ouattara est à Bruxelles, la capitale belge, pour le 6e sommet Union africaine-Union européenne. 2 jours de travaux afin de renouveler et approfondir le partenariat entre l'Afrique et l'Europe. C'est également une rencontre qui vise à intensifier les investissements dans les infrastructures, les soins de santé et l'éducation, en tenant compte des défis mondiaux. Il s'agit aussi de rechercher les outils et les solutions pouvant favoriser la stabilité et la sécurité. Une décision actée lors de ce sommet mondial, le retrait au Mali des forces militaires de la France, ses alliés européens et le Canada dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes. Ce sont les tensions diplomatiques de ces dernières semaines entre Paris et Bamako qui ont abouti à cette décision et cela inquiète toute la sous-région. Le dossier international de ce 20h est consacré à la question et il est signé Alexis Ouedraogo. Bien, mesdames et messieurs les ministres, L'annonce est tombée ce lundi à Paris. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Dans la foulée, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne dit s'interroger sur l'avenir des missions de formation qu'il conduisait au Mali après ce retrait militaire français. J'ai envoyé une mission au Mali afin de vérifier avec les autorités maliennes sous quelles conditions et sous quelles garanties nous pourrions envisager la possibilité de garder ou de ne pas garder notre travail de mission de formation. La réponse viendra dans les prochains jours. Des temps d'incertitude que partage aussi l'Allemagne. Je dois dire que je suis très sceptique quant à une éventuelle prolongation du mandat de participation à notre mission européenne au Mali. Au final, qui soutenons-nous et que créons-nous là-bas? L'opération déployait 5100 soldats pour soutenir les armées des États du Sahel contre les djihadistes affiliés au groupe État islamique et Al-Qaïda. L'opération a aussi travaillé à éviter un enquistement massif des djihadistes dans la zone sahélienne. À Bamako ce jeudi, les réactions sont diverses. Sans sa mission régalienne de mettre fin à la guerre, à quoi ça sert qu'elle soit encore là? Ça nous arrange bien qu'elle parte, mais il faut que nos dirigeants soient là pour le pays. Nous sommes alliés depuis des années, nous sommes des alliés. On ne peut pas s'en passer de la France, comme la France ne peut pas s'en passer de nous. Donc, il ne faut pas qu'on essaie de les rejeter comme un système poubelle. Qu'on réfléchit bien là-dessus. C'est bien beau que Barkhane y part, mais est-ce que la conséquence prend autour? Qu'on regarde bien la conséquence. Modibo Soumaré est le président du cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition, une plateforme de partis considérée comme en opposition à la junte. Dans son bureau à Bamako, il affiche une petite mine. Chez nous, quand on a un conflit dans la famille, ce n'est pas le moment où il faut prendre ses bagages pour partir. Nous espérons que la sagesse va vite revenir, parce qu'à ce rythme,
ce n'est pas possible, quoi. Et voilà. Même Usain Bolt, quand il courait ces 100 mètres, à un moment, il s'arrêtait, quoi, pour lever les bras. Donc, à un moment donné, si on estime qu'on a fait une bonne politique, il faut faire les comptes. Donc, il faut s'arrêter et regarder les autres. J'aime bien citer un de nos défunts présidents ATT. Si on veut aller vite, on va seul. Si on veut aller loin, on va avec les autres. À quelques rues de lui, Noun Sarr, membre du bureau du Conseil national de transition, se veut lui plus optimiste. Bon, peut-être qu'il y aura un vide. En tout cas, les experts militaires maliens sont en train d'évaluer la situation et le Mali fera tout ce qui est en son pouvoir pour combler ce vide-là, peut-être avec l'appui d'autres partenaires. Mais ce qui est constant, c'est que la volonté des autorités actuelles de reconquérir le territoire, de ramener la paix et la sécurité, c'est une volonté qui est intacte, c'est une volonté qui est inébranlable. La fin de l'opération militaire Barkhane au Sahel n'est pas toutefois la fin de l'engagement de la France dans la région. Avec l'accord des autorités nigériennes, des éléments européens seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Nous avons convenu avec l'Europe que la lutte contre le terrorisme au Sahel ne saurait être la seule affaire des pays africains. Et là-dessus, c'est un consensus et c'est heureux qu'un engagement a été renouvelé de rester dans la région et de réarticuler le dispositif. À l'heure où la lutte contre le terrorisme bat son plein, le chef de l'État ivoirien, invité des chaînes RFI et France 24, révèle l'importance de partenariats sécuritaires. La France a pris une décision par rapport à la situation au Mali, mais elle ne se retire pas du Sahel. Elle adapte son dispositif compte tenu de ses relations avec le Mali. Nous avons toujours estimé que la sécurité est un préalable au développement. Je ne sais pas pourquoi les gens se font des complexes. L'Arabie saoudite a une base américaine, d'autres pays aussi. Et si notre sécurité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. Insécurité, enlèvement et assassinat, la menace du terrorisme dans la sous-région ouest-africaine oblige aujourd'hui des approches mondiales. À ce jour, au Burkina Faso, ces attaques ont fait près de 1500 morts et plus d'1 million de déplacés vers le nord-est ivoirien. Depuis 2013, 53 soldats français engagés dans les forces Barkhane ont été tués au Sahel, dont 48 au Mali. Cette question de la sécurité sous-régionale et de la lutte contre le terrorisme s'est donc invitée au sommet Union africaine-Union européenne. Et comme vous avez pu le voir, le président Alassane Ouattara, bien imprégné de la question, a réagi. Il a par ailleurs eu une rencontre avec le Premier ministre belge, Fijanaïma. L'entretien a permis d'évoquer les liens historiques d'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, marqués par la célébration en mars 2021 des 60 ans de coopération bilatérale. Le chef de l'État et le Premier ministre de Belgique se sont félicités du dynamisme de la coopération économique entre leurs deux pays, avec la présence de plus en plus croissante d'entreprises belges en Côte d'Ivoire, et ont souhaité le renforcement de cette présence. La question de la Covid-19 a également été au menu des échanges, avec la volonté réaffirmée du gouvernement ivoirien d'accueillir une usine de fabrication de vaccins anti-Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre belge a annoncé le soutien de son pays à cette initiative. Le président Alassane Ouattara et le Premier ministre Alexander De Croo ont en outre évoqué les questions sécuritaires en Afrique de l'Ouest, notamment la situation au Sahel. Pour finir, le chef de l'État et le Premier ministre belge ont réitéré leur détermination à renforcer le partenariat exemplaire entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Des questions également abordées lors de la rencontre du président Alassane Ouattara avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Il a été question entre autres de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution internationale, mais aussi de l'accès aux vaccins anti-Covid. Le compte-rendu de Mahama Traoré. Chaleureuse retrouvaille entre le président Alassane Ouattara et la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva.
Des retrouvailles à la hauteur de la dynamique coopération qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et le FMI sur le plan économique, coopération largement évoquée lors de cet entretien. Nous avons eu une très bonne discussion. La situation économique de Côte d'Ivoire, la situation particulièrement le Sahel et la coopération entre nous. Nous avons discuté la nécessité d'augmenter la production de vaccins en Afrique. C'était une opportunité de dire merci pour le leadership économique et politique dans les régions. Quant au chef de l'État, il a tenu à rendre hommage à la patronne du FMI. Je voudrais dire à Madame la Directrice Générale toute notre gratitude. Vous savez, pendant 10 ans, nous avons travaillé avec le Fonds monétaire international. Et depuis qu'elle est arrivée, les concours à la Côte d'Ivoire ont été multipliés par X. Et c'est grâce à cela que nous sommes en mesure de financer tous ces projets que vous voyez et également de financer notre économie et de réduire la pauvreté. Au terme d'une mission virtuelle effectuée à Abidjan du 25 janvier au 3 février dernier, le FMI avait attesté de la résilience de l'économie ivoirienne face à la pandémie de Covid-19. Elle est en Belgique aux côtés du chef de l'État. La première dame Dominique Ouattara travaille aussi sur place au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a visité hier mercredi l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola de Bruxelles. Un édifice unique en son genre en Belgique. Il est spécialisé dans la prise en charge des soins pédiatriques de la naissance à l'adolescence. La première dame veut s'imprégner de l'expérience de cet hôpital en vue d'une collaboration future avec l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Mama Traoré. L'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola de Bruxelles existe depuis 1986 avec une capacité d'accueil de 183 lits. 40 000 patients, principalement des enfants, y sont traités chaque année. Cette vocation, similaire à celle de l'hôpital mère-enfant de Bingerville en Côte d'Ivoire, est à l'origine de la visite effectuée ce mercredi par la première dame dans cet établissement bruxellois. Une sorte d'immersion pour Dominique Ouattara afin de s'imprégner des meilleures pratiques médicales qu'expérimente cet hôpital depuis plus de 30 ans dans le traitement des pathologies liées aux enfants. On a un peu un enjeu commun, c'est celui de mettre vraiment, de donner toute la place à l'enfant. Que l'enfant soit au cœur des soins qu'on lui prodigue. Et c'est un petit peu l'objet même et l'objectif d'un hôpital d'enfants. C'était une visite très enrichissante. On a pu échanger sur nos différents modèles de fonctionnement pour construire un futur partenariat. C'était très enrichissant. La fondatrice de l'hôpital mère-enfant de Bingerville repart enrichie de cette visite. Je viens de visiter donc l'hôpital La Reine Fabiola, qui est un hôpital spécialement destiné aux enfants. Nous avons plusieurs points communs avec l'hôpital mère-enfant de Bingerville et nous avons pratiquement décidé de faire une collaboration, un partenariat entre nos deux hôpitaux et j'espère que ça se fera très bientôt. L'un des axes de cette future collaboration pourrait être la pédopsychiatrie, déjà pratiquée par l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola de Bruxelles. Cette discipline scientifique vise à améliorer la santé mentale des enfants et des adolescents, tout en favorisant leur bien-être et leur épanouissement au sein de la société. L'élimination du travail des enfants, une autre bataille de la première dame Dominique Ouattara. Elle a rencontré 4 ONG belges engagées dans le même combat. Mama Traoré. Pour ce énième lobbying diplomatique qu'elle entreprend pour la cause de la lutte contre le travail des enfants, Dominique Ouattara a rencontré la société civile belge, notamment 4 ONG que sont Save the Children, Solidaridad Network, FERN et Defense for Children International Belgique. Pour toutes ces ONG qui ont en commun la défense et la protection des droits des enfants, la première dame leur a fait part des efforts réalisés par la Côte d'Ivoire ces dernières années concernant la lutte contre le travail des enfants. Grâce aux vastes campagnes de sensibilisation et de communication que nous avons menées, toute la population et particulièrement les producteurs de cacao sont sensibilisés
sur les travaux dangereux auxquels il ne faut pas soumettre les enfants et surtout, ils savent qu'ils ne doivent pas envoyer leurs enfants au champ. Nous avons renforcé les capacités techniques et opérationnelles de tous les acteurs engagés dans la chaîne de remédiation, à savoir les préfets, les magistrats, les inspecteurs du travail, les policiers, les gendarmes, les travailleurs sociaux et les journalistes. Par ailleurs, nous avons amélioré l'accès des enfants à l'éducation par la construction et l'équipement de plus de 40 000 salles de classe du préscolaire, du primaire et du secondaire, ainsi que des cantines scolaires dans les villages pour permettre aux enfants d'aller à l'école, de les y maintenir et de les soustraire au risque du travail des enfants. Tous ces résultats sont le fruit de la mise en œuvre des plans d'action pilotés par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. En sa qualité de présidente de ce comité, Dominique Ouattara plaide pour le soutien des ONG belges dans la bataille qui vise à éviter toute sanction de l'Union européenne sur le cacao ivoirien. Je voudrais ajouter que la mission que nous nous sommes assignée, de venir au bout du travail des enfants, est complexe, car nous subissons depuis plusieurs années une forte pression migratoire des populations qui fuient le terrorisme dans les pays limitrophes. En dépit de ces difficultés, mon pays, la Côte d'Ivoire, et tous les acteurs engagés dans la lutte contre le travail des enfants fournissent tous les efforts nécessaires pour protéger nos enfants et leur assurer un bel avenir. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour produire un cacao durable et nous sommes ici aujourd'hui pour recueillir vos avis et conseils afin de mener de front cette lutte. Nous avons besoin de votre appui ainsi que de votre accompagnement dans nos différentes actions. Le combat mené par Dominique Ouattara a tout son sens. En Côte d'Ivoire, le cacao fait vivre plus de 6 millions de personnes et les 2/3 de la production nationale sont destinés au marché de l'Union européenne. Les représentants de ces organisations non gouvernementales ont réagi à l'issue de leur rencontre avec la First Lady ivoirienne. Nous avons été ravis de rencontrer la Première Dame ce matin dans cette réunion et on a beaucoup apprécié l'échange très ouvert et constructif avec les représentants du gouvernement aussi. Qu'il y a encore beaucoup de travail à faire ensemble et que surtout on œuvre tous pour le bien-être des enfants. Il faut améliorer les revenus des petits producteurs de coco parce que c'est vraiment le cause profonde de problèmes comme la déforestation, mais aussi le travail des enfants. Ce genre de rencontres sont vraiment très importantes pour établir un dialogue et bien comprendre la réalité de terrain et la complexité à laquelle un pays comme la Côte d'Ivoire est confronté quand elle veut faire en sorte que les enfants puissent bénéficier de l'ensemble de leurs droits, et y compris l'accès à la scolarité et lutter contre les pires formes de travail des enfants. J'ai été intéressée de savoir que l'agroforesterie, c'est une obligation pour les fermiers en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas du tout le cas à l'Union européenne. Donc moi, je vais en parler avec nos propres ministres à l'Union européenne pour qu'ils mettent en place les mêmes engagements. La Côte d'Ivoire accueille la 7e édition de la conférence mondiale du cajou. Elle se tient conjointement avec les journées nationales des exportateurs de cajou. Plus de 2500 participants venus des pays producteurs de noix de cajou prennent part à cette rencontre qui a été ouverte par le Premier ministre Patrick Achi à Boussanogo. Cette 7e rencontre mondiale du cajou se tient conjointement avec la 4e édition des Journées nationales des exportateurs de la cajou de Côte d'Ivoire. Ouverte en présence du Premier ministre Patrick Achi, ces rencontres vont durant 3 jours permettre aux décideurs publics et privés, aux partenaires, aux producteurs et aux sachants de porter la réflexion sur des problématiques de la filière anacarde en Côte d'Ivoire et dans le monde autour du thème. Soutenir la croissance du secteur de la noix de cajou en Afrique grâce à la transformation de la production et à l'exportation de la noix de la cajou. Ces 2 dernières années, à l'instar de la tendance négative de l'économie mondiale, la filière cajou ivoirien a connu des avancées notables, faisant de notre cher pays un acteur incontournable de cette culture stratégique. Preuve que les réformes entreprises par votre gouvernement et l'indéfectible soutien apporté personnellement par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ont porté fruit.
Le Premier ministre Patrick Achi s'est félicité de la tenue de cette rencontre en terre ivoirienne et a assuré les organisateurs du soutien de la Côte d'Ivoire. La filière mondiale de l'anacarde a connu ces dernières années une forte progression, notamment dans plusieurs économies africaines. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'anacarde s'affirme au fil des ans comme un socle stratégique majeur pour notre agriculture, mais plus largement pour notre économie nationale. La noix de cajou représente en effet aujourd'hui notre deuxième produit d'exportation agricole, aussi bien en volume qu'en valeur derrière le cacao. Nous exhortons d'ailleurs également fortement les multinationales à nouer des partenariats avec les acteurs locaux afin d'accélérer dans un partenariat gagnant-gagnant leur développement dans le secteur. L'ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire est claire, forte, mobilisatrice. Transformer localement plus de 50%, donc plus de bientôt 600 ou 700 000 tonnes de production de noix brutes d'ici 2025, tout en continuant à jouer notre rôle majeur dans le commerce mondial de la noix brute. Et les chiffres nous portent à croire que nous sommes dans la bonne direction. Je vous invite donc à venir investir ou à continuer à investir dans la transformation du cajou en Côte d'Ivoire, un pays qui s'ouvre sur un vaste marché régional, renforcé par la zone de libre-échange continentale africaine, la ZCAF. La cérémonie inaugurale a été marquée par la visite des stands effectuée par le Premier ministre Patrick Achi. Durant 3 jours, plus de 250 000 participants venus de 40 pays producteurs de noix de cajou et une centaine d'entreprises exposeront leurs produits. La Côte d'Ivoire est le premier pays transformateur de noix de cajou en Afrique et le 3e dans le monde en 2021 avec 136 854 tonnes transformées, tout en maintenant sa place de leader mondial au niveau de la production mondiale et de l'exportation de la noix de cajou brute avec 805 745 tonnes exportées. Avant cet événement international, le chef du gouvernement ivoirien une rencontre avec le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, le point des activités de la banque et également le renforcement de ses investissements en Côte d'Ivoire ont été abordés à Boussanogo. Dr Georges Agwekoun Donkor, président de la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, reçu par le Premier ministre Patrick Achi. Dr Georges Agwekoun Donkor a fait le bilan des activités de l'institution dont il a la charge, puis a insisté sur le renforcement des interventions de la BIDC en Côte d'Ivoire. Pour lui, la Côte d'Ivoire reste un partenaire stratégique de la BIDC depuis sa création. The ECOWAS Bank for Investment and Development Bank is a financial regional institution. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO est la banque des 15 États membres de la CEDEAO. Et la Côte d'Ivoire est un des actionnaires majeurs de cette banque. L'engagement de la BIDC en Côte d'Ivoire s'élève à environ 217 milliards de francs CFA et la Côte d'Ivoire est un actionnaire majeur. Vu les performances économiques de la Côte d'Ivoire, nous sommes venus pour pouvoir renforcer nos interventions, nos relations avec la Côte d'Ivoire et pour contribuer à financer de nouveaux projets. Dans le cadre du PND, donc, la BIDC a identifié 3 piliers importants qui sont donc le pilier 1 qui concerne donc la transformation industrielle de la Côte d'Ivoire et la digitalisation de l'économie, le pilier 2 qui concerne le renforcement du capital humain et le pilier 3 qui concerne les infrastructures régionales sur lesquelles la BIDC va continuer à soutenir la Côte d'Ivoire. La BIDC est le bras financier de la CEDEAO. Sa vision est d'être la première institution régionale de financement de l'investissement et du développement en Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité politique, c'est la reprise du dialogue politique ivoirien. Pour la deuxième phase, il y a eu une journée de concertation avec les partis politiques. Des échanges francs et directs dans l'objectif d'aplanir les différends, consolider la cohésion et l'unité nationale. Alexis Ouedraogo. Depuis lundi, les travaux de la phase 5 du dialogue politique ont démarré à la primature. Ce mercredi, pour la 3e réunion, c'est la société civile qui est face au gouvernement. Conduite par le ministre de l'Intérieur, Vagondo Diomandé, ce cadre d'échange entre gouvernement et société civile a été l'occasion d'aborder plusieurs sujets. Ce dialogue politique a permis aux uns et aux autres de s'exprimer
de façon libre. Les sujets sont débattus sans a priori aucun. Il y a des questions qui font l'objet de convergence, il y a d'autres qui font l'objet de points de vue divergents. Le plus important, c'est qu'au sortir de ce dialogue, la Côte d'Ivoire puisse aller vers la réconciliation nationale. Nous avons aussi discuté de toutes les questions relatives au cadre juridique des élections en Côte d'Ivoire. En matière de réconciliation, je pense que là aussi, il faut qu'on accepte d'abord de demander pardon. Que tous ceux qui ont commis des choses demandent pardon. Et à partir de ce pardon, je pense qu'on pourra élaguer tout et puis on va repartir sur de nouvelles bases. Parce que nous n'avons pas deux pays, nous n'avons qu'un seul pays. Avant le démarrage de ces travaux, le gouvernement a réceptionné et procédé à la compilation des observations et contributions faites par la société civile, mettant en place un processus d'échange efficace. Cette 5e phase du dialogue politique a été lancée le 16 décembre dernier par le Premier ministre Patrick Hachi. Dans l'actualité sanitaire, voyons le point de la lutte contre la maladie à coronavirus dans le monde. La Côte d'Ivoire recense pour ce 17 février 29 nouveaux cas de Covid-19, 38 personnes déclarées officiellement guéries et 0 décès, portant à 1393 le nombre de cas encore actifs dans le pays. 9 592 032 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées. Et puis, ces nouvelles avancées dans la lutte contre la maladie, précisément pour le continent africain, une usine mobile de 12 conteneurs va bientôt être installée au Rwanda et au Sénégal afin de fabriquer le vaccin sur place à partir du 2e trimestre de cette année 2022. Et les premières doses devraient être disponibles 12 mois plus tard. C'est un processus très accéléré car ouvrir une usine conventionnelle de ce type prendrait normalement au moins 3 ans. La Côte d'Ivoire est le premier pays de l'espace UEMOA à avoir basculé avec succès en mode budget-programme en seulement 2 années pratiques. La Direction générale du budget et des finances a ouvert à Yamoussoukro son service bilan. Le point de Kader Sogodogo. La transparence et l'efficacité dans la gestion des finances publiques prônée par le chef de l'État place régulièrement la Côte d'Ivoire dans le quota des nations crédibles. En seulement 2 années d'application, le pays est le premier de l'espace UEMOA à avoir basculé avec succès en mode budget-programme. Les rapports annuels de performance et le rapport général sur la performance du ministre du Budget et du portefeuille de l'État ont accompagné le projet de loi de règlement 2020 à la Cour des comptes et au Parlement. Avec cet exercice fort réussi, la Côte d'Ivoire devient le premier pays de la zone UEMOA à avoir réalisé le basculement total en mode budget-programme, notamment avec la tenue effective du débat d'orientation budgétaire, la préparation et l'exécution du budget en mode budget-programme, ainsi que la production des rapports annuels de performance et du rapport général sur la performance. Réunie à Yamoussoukro pour son séminaire bilan et perspective, la Direction générale du budget et des finances, DGBF, a le soutien de sa hiérarchie. C'est donc pour moi l'occasion de réitérer mes vives félicitations à la Direction générale du budget et à ses premiers responsables, en tête desquels M. Sédou Traoré, le directeur général. Oui, vous avez abattu un travail remarquable et nous avons de ce fait obtenu le satisfecit du Parlement. Ce séminaire bilan 2021, qui va durer 2 jours, permettra aux participants de définir les priorités en termes de perspective pour l'année 2022. Le thème du séminaire est la Direction générale du budget et des finances, DGBF, au cœur de la transparence dans la gestion budgétaire. La Confédération des PME-PMI du BTP de Côte d'Ivoire a initié une caravane de sensibilisation. Elle explique les avantages que comporte la loi de finances 2022 pour le secteur. Première étape de cette tournée, faire caisser de goût. Kader Sogodogo. Formation des PME et artisans
et transition de l'économie informelle en économie formelle. C'est le thème de la conférence initiée par la Confédération des PME-PMI du BTP de Côte d'Ivoire. La loi de finances 2022 ouvre de nouvelles perspectives pour ces secteurs qui comptent saisir cette occasion pour faire sa mue. Feke Sedougou, dans le Kyologo, marque le point de départ. À chaque fois que la loi des finances est votée, les lois changent. Alors le gouvernement prend certaines décisions pour pouvoir améliorer les conditions de vie des entrepreneurs du bâtiment que le secteur privé, et que ces lois, le plus souvent, ça reste à Abidjan. Alors nous avons décidé de faire une caravane chaque année pour aller dans toutes les régions pour passer le message. Formateurs et formés, ils vont à fond. Cette formation est importante pour les PME-PMI parce que nous avons constaté que beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat sans connaître même le b.a.-ba des activités de l'entrepreneuriat qui essentiellement portent sur des appels d'offres. Si nous nous sommes regroupés, Dieu va nous aider parce que ça, c'est son œuvre. Parce que si nous, on se regroupe, qu'on a les marchés, ça fait moins de chômage. Et la région va dormir en paix. Donc on pourra payer aussi nos petits impôts, tous les artisans. Et cette formation va être la plus grande des formations que nous en souhaitons. Prochaine étape de cette caravane de la Confédération des PME-PMI du BTP de Côte d'Ivoire, Dimbokro et Boaké. Bonjour 2022 nous conduit dans la ville de Touba. Au-delà des moments de fou rire, la marraine de cette édition, la ministre du Plan et du Développement, a exhorté les fils et les filles à tourner le dos à la violence et à la haine sous toutes leurs formes. Pas qu'elle se reconnaît. Bouna, ville située dans la région du Boukani au nord-est de la Côte d'Ivoire. Il est un peu plus de 23 heures. Autorité administrative, élus, cadres, jeunes, femmes, chefs traditionnels, personnes du troisième âge, mais aussi reines du Boukani au complexe sportif. Leur présence prend part au grand rendez-vous du rire de la RTI Bonjour 2022. Garçon qui est court, quand il te donne goumé, dès que tu vois Nyam net, ton cœur est chaud. Ça ne c'est pas gaspillage de d'autres. Si vous zouquez son genou là, ça va taper ta figure. Tu vois, pourquoi une fille, elle a zé tout sorte de pommade, ça n'a pas pris son teint flou. Bonjour se veut un instrument de rassemblement, de réconciliation, fédérateur et surtout de la cohésion sociale. C'est pour cette raison que nous parcourons la Côte d'Ivoire profonde dans l'espoir de distiller un peu de gaieté, de bonheur et de joie. La présence de l'équipe de production et des humoristes de Bonjour pour la première fois à Bouna, une initiative de la ministre du Plan et du Développement, fille de Boukani, par ailleurs marraine de cette rencontre de convivialité. Nyale Kaba, profitant de l'occasion, a exhorté filles et fils de la région à tourner le dos à la violence et à la haine sous toutes ses formes. Elle s'est réjouie de la forte mobilisation des populations et de la qualité des prestations. Le quotidien de nos parents n'est pas toujours facile et actuellement notre région passe des moments assez difficiles et ça crée beaucoup d'angoisse au sein de la population. La RTI a fait ce qu'il fallait pour faire plaisir à nos populations. C'est une émission qui crée aussi la fraternité. Les comédiens sont à la hauteur, nous sommes contents. On souhaite bon séjour à la RTI à Bouna et vraiment une belle fête à tout le monde. Rire est thérapeutique, selon les populations qui saluent ce geste de la ministre Nyale Kaba. Nous félicitons Madame la ministre pour tout ce qu'elle fait pour notre belle région. On la remercie. C'est la première fois à Bouna et nous tenons à dire merci à Madame la ministre, notre maman Nyale Kaba. Et elle fait beaucoup pour le Boukani. Et nous prions Dieu qu'elle ait une longue vie et qu'elle continue de faire ce qu'elle fait pour nous les femmes à Bouna. Après les différentes prestations des humoristes, des artistes chanteurs bien connus du public ont pris le relais pour apporter plus de gaieté à cette grande fête du rire.
Merci à Pagaso Kone pour les images de cette belle ambiance de Bonjour 2022 à Bouna. Et merci à vous de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau 20h demain sur RTI 1. Ce soir, retrouvez à 23h Michel Mambo. Bonsoir à tous.